Can you at least attempt to control your thoughts? Dans une étude menée par Collins et Carmody en 2011, les deux chercheuses mettent en parallèle la propension des adolescentes américaines à vivre une relation violente avec les comportements violents diffusés dans les médias à destination des plus jeunes. Elles vont se concentrer sur la saga des livres Twilight et dénombrent, par exemple, plus de 221 actes de violence physique ou sexuelle, 164 comportements de contrôle, harcèlement ou jalousie et 183 moments d'agressivité masculine. Alors, plutôt team Edward ou Jacob ? Je sais pas où tu étais, mais personnellement, lorsque le premier livre est publié en 2005 et très vite suivi par le premier film en 2008, j'étais en école primaire. Et je suis évidemment totalement tombée dans l'univers à base de cahiers autocollants, posters et un papa obligé de m'accompagner au cinéma pour voir tous les films dès leur sortie. La saga a été écrite par l'autrice Stephanie Meyer et a été vendue à plus de 120 millions de copies dans le monde. Alors, à titre de comparaison, la saga a été vendue au même nombre que le premier tome d'Harry Potter, mais double celui de la trilogie d'Hunger Games. Et pour ce qui est de la sortie des films, la franchise totalise environ 3,3 milliards de dollars de recettes au box-office. Ça, c'est le tatouage que je me suis offert. Je suis tout simplement accro à Twilight. Donc on peut dire, sans trop se mouiller, que la saga a marqué la culture populaire de toute une génération. Are you for Team Edward or for Team Jacob? Jacob, of course! Ça a lancé le début de la carrière de Kristen Stewart et Robert Pattinson, avec une relation alimentée par les médias, et on a assisté à une explosion de la vague vampiro-romantique qui continue dans les années 2010. Avec la sortie de Twilight, c'est aussi l'affirmation d'un nouveau public jeune adulte, avec plus de la moitié des fans entre 18 et 24 ans selon une étude du New York Times de 2011. Comme tu t'en doutes, ce public est aussi majoritairement féminin et on bascule vers une tendance romantique érotique. Alors Twilight est juste au tout début de cette tendance, mais on s'y approche, notamment avec le tome 4. Au-delà de l'histoire fantastique, on trouve un triangle amoureux déchiré et un amour obsessionnel qui va mener à la fanfiction à l'origine de 51 degrés, ou encore plus récemment, mais dans la même veine, à la série After. Livre ou film, même combat. La série regorge de différents tropes et stéréotypes avec des personnages, relations et un scénario basculant très souvent du côté du cliché. L'objectif de cette nouvelle trilogie de vidéos sera donc de présenter la saga à travers cette affirmation des normes, de comprendre leur impact sur les attentes conscientes et inconscientes des hétérosexuels dans leur couple, mais aussi la réception de ce type d'œuvre, prémisse de la dark romance, dans les mouvements féministes. It might be too late for my soul, but I will protect yours. I know it's not a modern notion. It's not modern. It's ancient. Désolée, mais cette analyse sera donc hyper binaire et hétérocentrée. Donc si tu as des choses à compléter là-dessus, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Je le lirai avec plaisir. Je préfère prévenir. On risque d'aborder certains sujets pouvant trigger certains et certaines, avec les abus psychologiques, les agressions physiques, allant jusqu'au féminicide. Il ne s'agit pas de ton âme. À la vérité, tu n'es pas pour moi. Je ne vais pas aussi faire de spoiler alerte. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas parce que tu n'as pas vu Twilight que les sujets abordés ne vont pas t'intéresser, parce qu'ici la saga sert seulement d'exemple transposable à plus grande échelle de l'influence de ce type d'œuvre dans le contexte d'une société patriarcale ultra normée. Mais fini les présentations, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires et à partager et liker ce travail pour me donner de la force. Et je te souhaite une bonne vidéo. Dans le prologue, Bella va parler d'un chasseur et du rêve que cela est pour elle de mourir dans ces conditions. On entre ainsi direct dans le vif du sujet. L'héroïne est fragile et menacée par un grand danger vers lequel elle ne peut s'empêcher de se diriger et qu'elle romantise. So, I can't bring myself to regret the decision to leave home. Je sais pas si tu as remarqué, mais Stephanie Meyer transforme carrément le profil du vampire classique dans son œuvre, et ça fait partie des principales grosses critiques à l'époque. Les vampires ont le teint lumineux, les hommes sont sveltes ou musclés, les femmes bien proportionnées, le corps hypnotisant et les cheveux scintillants. L'autrice a pris de grandes libertés avec le mythe originel, puisque dans le folklore populaire, le vampire est empâté et rouge de par son régime à base de sang.
Plus tard, lorsqu'il intègre le milieu du cinéma, il devient blafard et retrouve sa jeunesse et sa vitalité par sa consommation de sang. Seule sa capacité de séduction était déjà bien présente afin d'approcher ses victimes. Dans la saga, Stephenie Meyer accroît les normes de genre et les vampires femmes correspondent par exemple physiquement au stéréotype de la vampe qu'on a intégré dans le langage courant, une femme fatale qui entraîne la perte des hommes qu'elle rencontre. Edward est donc survirilisé, il est mystérieux et ténébreux. Le fantasme de l'adolescente prend forme directement. You're beautiful. Edward a conscience de ce physique, mais il s'en sert allègrement à différentes occasions afin de manipuler les personnes qu'il rencontre. Et du côté de Jacob, c'est la même chose. L'adolescent prend une valeur romantique et sexuelle aux yeux de Bella lorsqu'elle réalise que lui aussi possède une certaine beauté, et sa virilité est affichée par son corps musclé, tatoué et dénudé, que l'on peut voir sous toutes les coutures pendant la saga. Chaque personnage est donc construit autour d'un stéréotype, et c'est en creusant un peu qu'on est surpris par leur manque de nuances, qui personnellement ne m'a pas particulièrement choquée lorsque j'ai regardé la série plus jeune. Alors évidemment, que ce soit dans les romans ou dans les films, je ne dis pas que ces constructions sont toujours volontaires par les créateurs et créatrices, même s'il me paraît un peu improbable que dans les années 2010, et avec ce genre de grosses productions, on puisse choisir inconsciemment de représenter la femme sexy, comme Rosalie en cliché de la blonde au corps bien sculpté. Mais ces représentations de genre restent systémiques, et donc on peut imaginer que tous ces choix n'aient pas été totalement conscients. Ce qui est intéressant, reste de voir ce que ces stéréotypes reflètent. Bon, écoute, je te refile comme cadeau. A7, sublime, bête de sexe. Alors tu es à lui maintenant. Bella correspond au trope de la Marisu. Elle est anodine mais parfaite, sans caractéristiques propres mais jolie, intelligente et surtout innocente et pure. Elle est le pendant de la vampe, car si elle mène aussi les hommes à leur perte, c'est par leur amour romantique pour elle et non pas par la luxure. T'as dû le remarquer, mais que ce soit du côté de Jacob ou d'Edward, elle met le clan en danger, puisqu'elle demande toujours à être sauvée. Chez les vampires, elle menace leur anonymat, est presque à l'origine d'une guerre avec les Volturi lorsqu'elle n'est pas vampire, et le devient lorsqu'elle se transforme du fait de sa maternité hors du commun. Le conflit vient donc doublement de sa féminité. Elle est l'amoureuse et la mère. Say the word, Alice. Baby. It's just a little baby. Chez les loups-garous, elle entraîne une guerre politique dans la tribu. Bella est supérieure aux autres femmes parce qu'elle incarne tous les rôles à la fois. Je sais pas si t'étais encore dans la hype Twilight en 2020, mais Stephenie Meyer publie Midnight Sun, une réécriture de Fascination du point de vue d'Edward. Say it. Out loud. Dans l'un des chapitres, il épilogue sur la beauté de Bella et sa surprise lorsqu'il la voit regarder le ciel alors qu'il pleut. Alors que je la regardais, elle leva le visage vers la pluie, les yeux clos, un léger sourire aux lèvres. Les filles humaines normales ne font jamais ça parce qu'elles mettent du maquillage, même ici, dans cette ville dégoulinante d'humidité. Bella ne se maquillait jamais. Et elle avait bien raison, l'industrie des cosmétiques recevait des milliards de dollars de la part de femmes qui tentent par tous les moyens d'avoir une peau comme la sienne. Et oui, il en faut peu pour Edward. Si Bella est supérieure aux autres femmes, c'est qu'elle n'a pas besoin de maquillage. Elle n'est pas superficielle, c'est une beauté naturelle et douce. Sauf que, quelques chapitres plus loin, Bella a froid. Le long pull était trop grand pour elle. Peu flatteur. Cela cachait sa fine silhouette, réduisant ses courbes délicates et ses doux traits à un fouillis sans forme. C'était mieux. Essentiel que je garde mes pensées loin, très loin de ces formes donc. J'étais reconnaissant qu'elle porte ce sweat inapproprié. Les standards sont doubles et inatteignables, et Edward n'est finalement pas si hors du commun que ça, car comme beaucoup d'hommes, il souhaite que sa partenaire réponde à tous ces critères contradictoires. Bella représente donc la féminité, la fragilité, mais aussi la proie à chasser. Edward, Jasper, Laurent, James, tous sont attirés par l'odeur de son sang et désirent la goûter. Victoria, elle, souhaite seulement se venger d'Edward. Les hommes semblent donc avoir un désir incontrôlable pour elle et pas sûr que ce soit vraiment lié à leur condition de vampire assoiffé. Elle ne vous a créé, toi et cette armée, que pour venger son seul amour, James. Lui seul compte à ses yeux, pas toi. Bella n'a pas de hobby, d'intérêt particulier. Elle ne vit que par son amour. Mais elle dépasse ce statut lors de sa transformation. Comme tous les nouveau-nés, elle devient forte, possède un pouvoir unique et parvient même à contrôler miraculeusement sa soif, ce qui la différencie une nouvelle fois de tous les autres.
Mais même en nouveau-né, et alors qu'on passe tout le tome 3 à nous répéter qu'ils sont plus forts et plus rapides que les autres vampires, Edward parvient à la dépasser à la course et à finir une nouvelle fois littéralement et symboliquement devant elle. Par contre, c'est un peu cool et progressiste, malgré le discours moralisateur que l'on verra dans le second épisode, que le perso de Bella devienne plus fort et indépendant à travers son désir d'enfant. Tu peux me contredire, mais il me semble qu'il existe encore trop peu de modèles dans notre culture actuelle d'une femme forte et indépendante qui soit liée à la grossesse. Généralement, on trouve plutôt 2 types de personnages. La femme dépendante qui souhaite créer une famille et en devient donc collante et est présentée assez négativement. Ou celle indépendante qui a un comportement plus typé masculin selon nos codes actuels, avec une peur de l'engagement et un métier dit d'homme comme hackeuse, juge ou policière. Or ici, c'est l'inverse. Edward, I'm sorry. I can't live without you. You won't. You're gonna have a part of me. Bella n'est pas la seule à cumuler cliché sur cliché, et tous les personnages semblent être des archétypes qu'on pourrait grossièrement cataloguer. Par exemple, Alice rentre plutôt dans la catégorie de la manic pixie dream girl. Hi, Bella. I'm Alice. Bella and I are going to be great friends. Une femme fantaisiste et délurée, mais mignonne, qui sert surtout à accompagner le personnage principal, à le guider, être un ressort comique. Cette typologie est introduite par le critique Nathan Rabin, mais elle a nuancé aujourd'hui. Au départ, cette appellation servait à dénoncer le sexisme de réalisateurs qui créaient des héroïnes idéales et faux-folles pour libérer un garçon plus timide, engourdi, et le mener vers les aventures de la vie. You know what I do when I feel completely unoriginal? Blah, 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 blah. I make a noise or I do something that no one has ever done before, and then I can feel unique again, even if it's only for like a second. So no one's ever done that. Le but était donc de critiquer un système narratif cliché, et sorti de son contexte, elle a pu être employée justement de manière sexiste. Alice n'existe que pour les autres, n'a aucune problématique propre. Elle s'occupe de Bella, de Jasper, d'Edward, de Charlie. Mais c'est aussi un personnage féminin plus nuancé que les autres, car elle a une véritable importance dans chaque dénouement d'intrigue. Cependant, avec les hommes, Alice retourne dans son stéréotype, puisqu'elle doit jouer le rôle de l'infirmière avec Jasper. I don't know what I've become without her. Le personnage de Rosalie est le summum de cette beauté idéalisée, symbole de désir qui renforce des standards de beauté stéréotypés et évidemment inaccessibles. Aussi, ce personnage permet au réalisateur du 3e volet de la saga de se faire un petit court-métrage du genre Rape and Revenge qui est plus que problématique. Encore une fois, je ne dis pas que c'est forcément volontaire, mais arrivé au 3e volet, la production connaît l'impact des représentations qu'elle renvoie. Or, ici, on est directement plongé dans le passé de Rosalie, supprimant la distance mise dans le témoignage du roman. Ils sont partis en me laissant pour morte. Ça aurait mieux valu pour moi. L'histoire de Rosalie est limitée à « elle est victime d'un viol et tue son agresseur ». On diminue et oublie ainsi la reconstruction psychologique du personnage après son traumatisme. Et je me suis vengée de ces hommes. L'un après l'autre. La souffrance n'a comme conséquence que la violence, ce qui peut être un message culpabilisant pour les victimes d'agressions sexuelles qui devraient donc supposément passer par là dans la gestion de leur traumatisme. Cerise sur le gâteau, que ce soit dans le livre ou le film, Rosalie affirme n'avoir réussi à se reconstruire totalement que grâce à l'arrivée inattendue d'un homme et de l'amour. Je me suis sentie mieux en trouvant Emmett. Il est alors présumé que ce sont les hommes qui détruisent et reconstruisent les femmes dans leur vie, comme si elles n'étaient pas des êtres indépendants et qu'ils étaient les maîtres de leur existence, décidant de leur bonheur et de leur malheur. Rosalie est aussi présentée comme ayant un très fort instinct maternel et sa frustration de ne pouvoir être mère, qui va même jusqu'à mettre Bella en danger, renforce l'idée qu'une femme ne peut avoir que cet objectif de vie, puisque, encore une fois, la maternité est le modèle dominant dans la saga. Rester devant ma maison quelque part et mettre à mes côtés les cheveux blancs, entourée par nos petits-enfants. Renée, de son côté, est la femme enfant qui fait se reposer sur sa fille le rôle de la mère. Ce que d'ailleurs Edward va adorer, car à cause de ça, Bella n'est encore une fois pas comme les autres. Elle est mature. Esmée, elle, est une espèce de santé inversée. Carlyle est le créateur et elle une Marie douce, calme, prête à se sacrifier pour sa famille. If there's anything we can do to save him, we have to try. You'd risk your lives for her? Of course we would. Bella's a part of our family now.
Pour les humains, on a aussi Jessica qui est l'amie un peu pain beige qu'on cantonne aux stéréotypes féminins. Elle aime les ragots, critiquer les autres, les garçons et faire du shopping. Okay, I like this one. It makes my boobs look good. Dans la saga, tout fonctionne en opposition car l'autre fille du groupe est Angelica. L'intello à lunettes, sage, douce et timide, beaucoup moins apprêtée et qui aime plus discrètement un garçon. Du côté des méchantes, on trouve Maria et Victoria qui jouent le cliché de la puissante manipulatrice. Riley, écoute-moi. Victoria se sert de toi. Elle transforme des hommes qui tombent amoureux et peuvent ainsi les manipuler pour arriver à leur fin. En gros, un homme amoureux est un homme fragile et manipulable, et une femme séductrice et dangereuse. Alors oui, désolé, dit comme ça fait un peu effet catalogue, mais la philosophe Judith Butler parle du besoin des normes dans notre société afin qu'elles fonctionnent, mais qu'elles peuvent, voire doivent évoluer afin d'en trouver qui nous conviennent mieux. Rien n'est immuable et il faudrait prévenir Stéphanie. Is it not enough just to have a long and happy life with me? Du côté des hommes, il ressort principalement de forts noyaux de systèmes patriarcaux. Chez les vampires, on a le clan Cullen, avec Carlyle à sa tête. Il est le chef de famille, le patriarche suprême, celui qui permet d'avoir un contact avec le monde des humains grâce à un métier de prestige qui lui apporte autorité et respect dans la ville. I knew who I wanted to be. I wanted to help people. Brings me happiness. Le foyer des Cullen est traditionnel et ancien. Si tu peux contre-argumenter en prétextant la longue vie des vampires qui sortent d'un autre temps, l'accumulation des normes durant toute la saga me laisse plutôt penser à l'exposition du fantasme de l'autrice pour ce genre de régime patriarcal, traditionnel et romantique. Les femmes y sont en retrait et à partir du moment où Bella est mariée, il est prévu, transformation ou pas transformation, qu'elle quitte le foyer de son père pour intégrer celui de son mari. À plus grande échelle, les vampires sont dirigés par un système monarchique. 3 types qui se sont autoproclamés chefs il y a des siècles et qui dirigent d'une main de fer le monde entier. Alors évidemment, ce sont des hommes, pas très surprenants, ils sont blancs, pas très surprenants aussi, et sont capricieux et ennuyés. Je me demande ce que nous allons faire de toi. Tu sais ce que tu as l'intention de faire, Aaron. Leur principale occupation est donc de réaffirmer leur pouvoir à chaque occasion possible, ce qui me semble être l'une des choses les plus vraisemblables de la saga pour des vieux gars fortunés, puissants et privilégiés. Tes talents remarquables vont faire de toi une étonnante, immortelle Isabella. Chez les loups-garous, on trouve les figures de Billy Black et Sam. On a toujours cette notion de créateur, mais cette fois-ci la transformation est liée à la famille. On a un phénomène de filiation avec les ancêtres alpha du clan qui transmettent leur pouvoir. Les Kileutes sont une petite tribu, depuis toujours. Mais la magie n'a jamais cessé de couler dans nos veines. Par ailleurs, petite parenthèse, mais tout cela est carrément un énorme fantasme de la conception de la meute, car en réalité, chez les loups, c'est un couple qui dirige le groupe. Aussi, on peut se demander s'il n'y aurait pas un petit lâcher-prise sur le racisme intériorisé de l'autrice contre la culture autochtone. La culture kileute est simplifiée, fétichisée, et le peuple est réduit au caractère fictionnel de la transformation en loup-garou. Les gars se baladent toujours torse nu, sont proches de la nature, sculptent des totems dans le bois, se retrouvent au coin du feu pour se raconter des histoires. Alors je suis d'accord, ce n'est pas spécifique à Twilight, car on trouve au cinéma une uniformité de cette représentation qui a tendance à assimiler toutes les tribus natives, voire mêle tous les peuples autochtones en un seul, en niant leur spécificité. Le western a fait de l'Indien l'ennemi préféré du cinéma américain. L'imaginaire de l'Ouest, c'est d'abord la peur de l'Indien, la silhouette à plumes qui surgit dans le champ sans prévenir. Un autochtone, qu'est-ce que c'est pour les Occidentaux ? Un Indien avec des tatouages et des gris-gris qui racontent des histoires qui font peur autour du feu. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry. Et je sais pas si tu as remarqué, mais les Kileutes sont quasiment les seuls personnages non blancs de la série et sont toujours présentés dans des familles pauvres et avec un certain manque d'éducation et de savoir-être comparé aux vampires. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle la réalisatrice Catherine Hardwicke a quitté le projet après le premier film.
Elle affirme avoir voulu diversifier le cast principal avec des acteurs aux origines plus variées, et notamment une Alice japonaise. Stephenie Meyer n'a apparemment accepté aucune de ses propositions, et le seul compromis possible est sur le méchant Laurent, qui est joué par un acteur noir. En règle générale, les hommes sont montrés comme des êtres en manque de contrôle. Pour les vampires, on voit des femmes lutter contre leur soif. I'm sorry, I can't. Mais c'est très rare, et la majorité du temps, elles parviennent à la dépasser, comme Brie ou Bella qui papote avec son père tranquille quelques jours après sa transformation. Edward, I'll take her. I promise I'm okay, let me. Donc on en vient à l'idée que les hommes sont contrôlés par leur instinct et pulsion, ce qui est évidemment une représentation biaisée et toxique. Cela légitime leur violence en mode « c'est pas leur faute, c'est naturel ». Ce phénomène de gaslighting est très présent dans notre société, notamment lors des agressions sexuelles. On va retrouver ces termes de pulsion et on remarque une inversion quasi systématique de la culpabilité en parlant de l'heure, du lieu ou de la tenue de la victime. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais lors de leur premier baiser, Bella s'excuse et se rend responsable de la perte de moyens d'Edward du fait de son excitation. I'm sorry. Stephenie Meyer a tendance à créer de l'empathie pour les coupables et à banaliser les expériences des victimes en sortant indéfiniment la carte du « c'est rien, c'est l'amour véritable, c'est normal ». Lorsque Sam a un excès de colère et défigure Emily, on ne parle pas de son ressenti à elle, mais développe combien il culpabilise et est traumatisé par ce souvenir au point de se mettre en colère dès que quelqu'un fixe de trop près sa bien-aimée. Emily, elle, s'occupe de toute la meute comme une douce maman. Laissez-en pour vos frères. Et les femmes d'abord. Un muffin ? D'accord. Vivre avec un homme dangereux n'est pas un problème puisque l'amour est plus fort que tout. Évidemment, ici, je ne remets pas en question la complexité que cela peut être pour une personne, quel que soit son genre, de sortir d'une relation violente. Ma critique porte sur le choix de l'autrice, puis des réalisateurs et réalisatrices, à montrer ce modèle comme seul modèle existant, et surtout à le glamouriser. Lorsque l'on termine la saga Twilight, il ressort comme message principal que l'amour prévaut toujours sur tout, et seule son expérience a de l'importance dans la vie. Et je sais pas pour toi, mais personnellement, ça me semble être un message dangereux. This is my mother's. Isabella Swan, I promise to love you every moment forever. Dans l'essai de Liv Stromquist, La rose la plus rouge s'épanouit, l'autrice revient sur la théorie affirmant que les hommes marquent leur domination dans la société via leur rapport à la sexualité, qui se construit autour de 3 piliers: l'indépendance, l'autorité et la solidarité. Si les 2 premiers paraissent plus évidents, le concept de solidarité est la cohésion que les hommes créent autour du sexe dans la société, faisant de la sexualité un truc de gars. Alors oui, évidemment, les femmes aussi peuvent faire des blagues de cul, mais on peut se mettre d'accord sur le fait que cela est beaucoup moins bien vu dans notre culture. Les hommes partagent des blagues lourdes, font de la drague lourde, ont des allusions lourdes. Bref, en gros, ils sont lourds et se motivent les uns les autres dans ce comportement avec des rires ou des regards complices. Wow. Done already? Break a lot of stuff. Emmett? Ici, le but est de mettre Bella mal à l'aise et de rire avec les autres hommes de la famille. I'd like to propose a toast to my new sister. Bella, I hope you've gotten enough sleep these last 18 years, because you won't be getting any more for a while. C'est assez drôle, car dans Twilight, on prône l'amour passionnel, transi, destiné pour chaque couple, mais on retrouve quand même le schéma basique où les gars peuvent marquer un détachement grâce à ce rapport au sexe. Ça y est, le loup est sorti du sac. Par ailleurs, cet amour est hétérosexuel, puisque sur la multitude de couples que l'on rencontre dans la saga, aucun ne sort de cette norme. Sauf erreur de ma part, on n'en rencontre pas, on n'en voit pas et on n'en parle pas. Sur 4 livres et 5 films, se passant dans un milieu ado et étant à destination d'un jeune public, cela me semble être une grosse coïncidence dans cette dynamique de matraquement des normes. L'amour est donc hétérosexuel, mais aussi éternel. Si les vampires sont immortels, le divorce n'existe pas et les séparations sont rares, voire absentes elles aussi. La seule entorse à cette profusion de normes est celle du triangle amoureux. Si on pouvait croire un instant que Bella est intéressée par une relation polyamoureuse,
Pas de panique, l'imprégnation de Jacob vient rétablir la victoire du système hétéro-monogame. En effet, non, pas possible, Bella ne pouvait définitivement pas aimer et désirer 2 hommes à la fois, et que son ovule soit connecté à son meilleur ami semble être une conclusion bien plus vraisemblable pour l'autrice. Et toi, t'en penses quoi ? Tu t'es imprégné de ma fille ? C'est totalement involontaire. C'est qu'un bébé ! Il s'agit pas de ça. Tu crois qu'Edward m'aurait épargné si c'était le cas ? On a atteint la fin de notre tour des stéréotypes de genre dans Twilight. Alors n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire ou à compléter, ça m'intéresse. Et je ne suis pas contre quelques likes et partages pour le soutien. Dans le prochain épisode, on va se concentrer particulièrement sur l'aspect toxique de la relation. Parce que je sais pas si tu t'en souviens, mais les 2 tourtereaux ont leur dose de red flag. À bientôt!